Voilà, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre, nombreux d'ailleurs aujourd'hui pour, ce premier webinaire, ce premier workshop qui ouvre, on ouvre avec vous la semaine, des entrepreneurs bruxellois. Une semaine donc qu'on organise, avec plusieurs partenaires, donc UCM, Uniso, le 18-19 et Hub. On a mis sur pied cette semaine en fait en s'inspirant d'une semaine internationale qui touche plus de 80, pays. On l'a fait, cette année à notre échelle, bruxelloise en vous proposant une vingtaine de workshops en ligne, dont le premier aujourd'hui, le diagnostic 360 que notre orateur Laurent Delunardo, va vous proposer afin de faire le bilan général de, votre entreprise. De manière plus pratico-pratique, sachez qu'au niveau de l'interaction, on vous propose de rédiger vos questions si vous en avez dans la partie, conversation, dans la partie questions-réponses et donc par écrit et Laurent se chargera d'y répondre, oralement. Mais voilà, donc on ne vous voit pas et on ne vous entend pas, mais n'hésitez pas à écrire, vos questions qu'on traitera soit directement, soit à la fin. Il y aura une session de questions-réponses où on prendra le temps en tout cas d'y répondre. La durée du workshop est de 1 heure. Voilà, je vous invite, à passer un bon moment et à vraiment ne pas hésiter à poser vos questions. Voilà, Laurent, je te laisse, la parole et je vous souhaite à tous un bon workshop. Merci Sophie, merci pour ton introduction et bonjour à toutes et tous. Je suis donc très heureux de vous accueillir pour cette formation. Alors c'est un exercice un peu particulier de ne pas avoir le plaisir de faire ça en présentiel. Les mesures voilà, nous obligent à travailler à distance. J'espère malgré tout que vous passerez un bon moment et que je pourrai vous transmettre une série d'informations qui sont utiles dans cette matière d'analyse de consultance d'entreprise. Donc, pour me présenter, donc moi c'est Laurent Delunardo, je suis conseiller en développement d'entreprise pour UCM. Les missions qui m'occupent habituellement sont d'accompagner et d'aider des chefs d'entreprise, des indépendants dans la gestion de leur entreprise. Ça peut être la gestion financière, dans de la consultance, et d'essayer de les aider à lever tous les freins et tous les blocages qui pourraient les pénaliser. Donc l'idée aujourd'hui, ce sera de voir ensemble l'outil que nous pouvons utiliser pour faire cette analyse d'entreprise. Donc c'est le fameux diagnostic 360. Vous avez normalement à l'écran l'agenda de cette matinée. Nous allons dans un premier temps parler du contexte dans lequel cet outil peut intervenir et vous aider. On parlera également des besoins des chefs d'entreprise, des outils disponibles pour répondre à ces besoins. Ensuite, je vous présenterai de manière un peu plus théorique ce en quoi consiste le diagnostic et comment ça fonctionne. Et pour ne pas que ça reste trop théorique, je vous montrerai un cas concret, un dossier d'une entreprise que j'ai eu le grand plaisir d'accompagner cette année, qui a fait appel à nous. Et ça vous permettra d'avoir une vue très précise et concrète de cet accompagnement, des conclusions qui sont ressorties de cette analyse et les résultats que les chefs d'entreprise peuvent en attendre. Je vous parlerai ensuite du système de prime consultance à Bruxelles, donc pour les chefs d'entreprise installés à Bruxelles qui ont besoin de se faire accompagner par des consultants externes. Je parlerai donc du dispositif. Et on terminera par un classique questions-réponses. Donc voilà l'agenda. J'espère que cela vous convient. Donc évidemment, pour commencer, le contexte dans lequel cet exercice intervient, c'est un contexte pour le moins particulier. 2020 est une année extrêmement compliqué pour beaucoup d'indépendants, pour beaucoup de chefs d'entreprise. Ce qui est d'autant plus particulier, c'est que tout le monde n'est pas touché de la même manière. On parle beaucoup de crise économique, crise sanitaire, crise sociale. Elle bouscule tout le monde et certains sont touchés de manière très difficile, très dure. Mais pour d'autres, on se rend compte qu'il s'agit d'opportunités sur lesquelles ils savent rebondir et adapter leur modèle économique. Et pour reprendre une citation, celle de Nicolas Dufourcq, et donc à l'écran, je la lis, la reprise ne viendra pas que d'en haut, mais plutôt de la mobilisation de toutes les énergies entrepreneuriales. Il y a derrière cette citation et derrière cette idée, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que toutes les aides fédérales, régionales, locales, elles sont évidemment bien nécessaires pour beaucoup,
mais on sait qu'elles ne seront pas suffisantes. Le salut pour chaque chef d'entreprise viendra donc en grande partie de lui, de sa capacité à remettre son modèle économique en question, à se poser les bonnes questions et à devoir prendre les bonnes décisions dans ce contexte si particulier. Et c'est d'ailleurs ce qui m'amène aux besoins, et ces besoins, ils étaient déjà constatés même en dehors de ce contexte de crise. Et les deux besoins majeurs que je rencontre quand j'accompagne des chefs d'entreprise, c'est le premier, c'est de pouvoir et de devoir prendre les bonnes décisions. Ça veut dire aussi bien dans un contexte, on va dire positif, dans un scénario positif où l'entreprise se porte bien, elle affiche une certaine croissance et elle doit se demander si à un moment donné, elle ne doit pas, par exemple, soit engager du personnel, si elle ne doit pas investir dans du matériel, si elle ne doit pas acheter un nouveau bien immobilier ou un nouveau bien d'exploitation. Donc là, ce sont des décisions importantes à prendre. Mais on a aussi parfois des décisions à prendre dans un autre contexte, moins favorable celui-là. C'est que se passe-t-il dès qu'un chef d'entreprise est alerté par des signaux négatifs, un ralentissement de l'activité, une baisse de chiffre d'affaires, une baisse de sa marge, un manque de liquidité. Et là aussi, il doit prendre des décisions de est-ce que je dois à un moment donné réduire la voilure, licencier, est-ce que je dois à un moment donné reporter les investissements qui étaient prévus. Bon, de nouveau, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, on arrive au deuxième besoin, qui est de devoir être correctement informé. Donc, il faut avoir une vue claire sur la situation dans laquelle on est, sur le contexte et sur l'environnement qui nous entoure, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, car évidemment, si on est mal informé, il y a de fortes chances qu'on prenne les mauvaises décisions. Et pour pouvoir répondre à ces deux besoins, donc le premier besoin qui est un besoin d'information, alors aujourd'hui, par contre, ça c'est quelque chose de très positif, c'est qu'on n'a jamais eu autant de solutions et de possibilités d'information. On parle des vidéoconférences, on en a l'exemple ici, les formations en ligne, tous les sites spécialisés auxquels on peut avoir accès, les différents ateliers. Donc les sources d'information sont vraiment multiples et nombreuses. Tout comme pour répondre aux besoins d'aide à la prise de décision, il y a beaucoup d'outils. On parle par exemple de l'analyse SWOT, de la grille de Pestel, des business models Canva, d'avoir à disposition des tableaux de bord, des plans de trésorerie, et ainsi de suite. Le but ici n'est pas de parcourir ces outils ensemble, et donc ils sont nombreux, il y en a beaucoup. Et c'est même presque un problème, si je puis dire, un problème de luxe, c'est les sources d'information et les outils n'ont jamais été aussi nombreux, et pour autant, ce n'est pas forcément simple, parce que justement, dans ce vaste champ d'informations et d'outils d'aide à la gestion, mais pour vous, en tant que chef d'entreprise qui avez le nez dans le guidon en permanence, c'est très difficile de prendre le temps nécessaire à ce recul. Et c'est peut-être ce par quoi moi je peux conseiller de commencer, c'est de faire d'abord justement cette pause, de prendre un peu de recul et de hauteur pour justement faire un bilan général. Et c'est ce dont il est question avec le fameux diagnostic 360. Donc, le fameux diagnostic 360, c'est cet outil que l'on met en place dès que le chef d'entreprise va manifester un besoin de faire le point sur l'état de santé de son entreprise, de comment elle fonctionne. Donc, on va voir ensemble comment ça se passe. Donc, on va commencer par une définition assez théorique, une méthodologie de travail, les résultats que l'on peut attendre de cette approche et les questions que l'on pose dès qu'on se lance dans ce processus d'analyse. Commençons par la définition. Qu'est-ce que c'est que le diagnostic 360? C'est une analyse SWOT. Donc, SWOT, c'est l'acronyme anglais de force, faiblesse, opportunité et menace. Donc, c'est une analyse SWOT de l'entreprise où le but est donc de pouvoir analyser tous les axes stratégiques de l'entreprise. Et ce travail va permettre d'ouvrir aux perspectives d'avenir et d'améliorer le processus et l'activité en ayant un œil et un regard critique sur tous les axes stratégiques, et je vais vous les montrer. Donc, on parcourt, lorsqu'on se lance dans le diagnostic 360, on parcourt avec le chef d'entreprise tous les axes. On commence par le premier, c'est l'offre et la demande de services, c'est-à-dire qu'est-ce que vous offrez à vos clients, ce que vous leur proposez, que ce soit de nouveau la vente, de la production, le marché sur lequel vous êtes actif et son environnement. Donc, on analyse la clientèle, les fournisseurs, la concurrence. On analyse ensuite la stratégie d'entreprise.
quand il y en a une, et en tout cas qu'elle soit claire et définie. Le quatrième volet, analyser, auditer, un des volets, je dirais, très importants aussi, c'est la situation financière, où on doit connaître la politique de prix, la politique d'investissement, l'état de santé global de l'entreprise. On analyse également le plan marketing, la stratégie de communication. Les ressources humaines sont également un axe crucial, l'organisation du personnel, le développement des compétences, la cohésion et la motivation de l'équipe. Et le dernier axe audité, c'est celui des facteurs externes qui peuvent influencer l'activité, sa pérennité et son développement. Donc ici, vous avez la colonne vertébrale, où, pour prendre peut-être une autre image, c'est imaginer chaque axe comme un maillon d'une chaîne et où chacun joue un rôle absolument essentiel, à savoir que si dans cette chaîne, il y a un maillon qui est fragilisé, c'est tout l'équilibre de l'entreprise qui est menacé, d'où l'importance de vérifier que chacun de ces axes stratégiques soit parfaitement, entre guillemets, maîtrisé, analysé et qu'on puisse rechercher, si nécessaire, toutes les solutions pour améliorer les éventuels freins qui seraient observés. Alors, comment ça fonctionne cette analyse et ce diagnostic 360? Je vous présente ici la méthodologie de travail. Elle se découpe en 3 phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle un travail de co-construction. Donc, ça veut dire que c'est un travail qui réunit à la fois le consultant externe et également le chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'on va commencer par rencontrer le chef d'entreprise, d'être à l'écoute de sa réalité, de sa situation, l'historique de l'entreprise, c'est-à-dire d'où elle vient et où elle en est aujourd'hui. Et on va petit à petit rentrer dans le processus d'analyse et par un jeu de questions-réponses, de pouvoir comprendre justement comment elle fonctionne et de commencer à remplir le fameux tableau de forces et faiblesses, c'est-à-dire pour le consultant de bien comprendre qu'est-ce qui fait la force de l'entreprise aujourd'hui, ce sur quoi elle va pouvoir s'appuyer pour continuer à se développer, mais c'est aussi être à l'écoute, être vigilant et de détecter tous les risques ou tous les freins et tous les blocages qu'elle peut rencontrer. Et donc ce travail, on le fait au travers d'un questionnaire. Il y a plus ou moins 150 questions donc, qui se rapportent aux axes stratégiques que l'on vient de voir. Et donc on commence avec le dirigeant d'entreprise, et puis on reproduit le même exercice avec plusieurs collaborateurs de l'entreprise qui auront été donc choisis avec le dirigeant. Ça nous permet en fait d'avoir des points de vue différents, parce que forcément en tant que dirigeant, parfois on n'a pas tout le recul et toute l'objectivité nécessaire, et donc l'idée c'est d'aller rechercher les informations auprès d'autres personnes qui connaissent l'entreprise, parce qu'elles travaillent dans l'entreprise. Et donc là, on est dans cette première phase d'analyse, c'est de récolter, donc pour moi, toutes les informations donc, utiles à une bonne compréhension du fonctionnement de l'entreprise. Ensuite commence la phase 2. Là, cette phase 2, elle est propre aux consultants, donc l'entreprise n'intervient plus. On est dans un travail plus analytique et on va dire administratif. C'est vraiment prendre le temps de rédiger un rapport de synthèse, c'est-à-dire pouvoir compiler toutes les observations qui ont été faites sur le terrain, et donc de rédiger un rapport qui se veut le plus objectif et le plus transparent possible sur comment l'entreprise fonctionne. Et l'idée de cette, je dirais, synthèse de différentes observations, c'est de pouvoir, je dirais, les transformer et s'appuyer dessus pour rédiger ce qu'on appelle le rapport de recommandation, c'est-à-dire pouvoir lister toutes les solutions que le chef d'entreprise va pouvoir mettre en œuvre pour répondre aux freins et aux blocages qui ont été observés. Et ensuite, pour que ça soit, on va dire, concret, c'est une proposition de plan d'action, c'est-à-dire pouvoir mettre par ordre je dirais, d'importance, de priorité et dans le temps, de pouvoir proposer des actions très concrètes à pouvoir mettre en œuvre soit directement par l'entreprise, soit avec l'aide de consultants externes, donc pour finalement lever ces blocages et ces freins. Et la dernière phase, c'est le partage des conclusions avec l'ensemble de l'entreprise. Justement, vu que ça a mobilisé beaucoup de ressources en interne, chef d'entreprise et ses collaborateurs, de partager le rapport d'observation, les recommandations et le plan d'action
pour pouvoir, je dirais, lancer l'entreprise dans une nouvelle dynamique. Alors, quels sont les résultats que l'on peut attendre de ce travail? Ici, c'est vraiment de manière pratique ce que nous avons pu observer au travers des différentes missions que nous avons réalisées. Tout d'abord, les intérêts, les avantages de cette approche, c'est que ça permet pour le chef d'entreprise de prendre le temps pour lui pour se poser les bonnes questions, tout comme ça lui permet d'avoir ce qu'on appelle une vue hélicoptère, donc de prendre de la hauteur par rapport à son quotidien et d'aller rechercher un soutien et une vue externe à sa réalité. Ça permet également d'aller rechercher des confirmations ou une aide sur toutes les décisions à prendre, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, tout comme ça fait naître de nouvelles idées pour solutionner des problématiques rencontrées. Et je voudrais faire une petite parenthèse d'ailleurs à ce sujet. Dans ce processus, l'idée n'est pas qu'un consultant externe vienne avec une baguette magique et des solutions toutes faites, apporter des réponses à des solutions. Par ce travail de nouveau de co-construction et par l'échange qui se fait lors des questions-réponses, on se rend compte que les idées, finalement, elles viennent souvent même de vous en tant que chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'en jouant de nouveau à l'échange, de l'analyse sur l'axe financier, commercial, stratégique, etc., finalement, les idées viennent souvent de l'entreprise elle-même. Et donc, tout ça parce que ça fait émerger une nouvelle dynamique dans la mise en place des actions en vue donc de soutenir le développement de l'activité. Donc, pour ne pas rester comme ça juste sur une définition très théorique, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer de manière pratique les questions les plus fréquemment posées dans ce travail d'analyse. Donc, comme je vous disais, au total, il y a plus de 150 questions. Vous vous doutez qu'on n'aura pas le temps de toutes les parcourir lors de cette formation en ligne. Donc, ce que je vais faire, c'est vous montrer 3 questions types par axe stratégique. On commence par la proposition de valeur, donc c'était le premier axe dont on a parlé tout à l'heure, et vous avez ici, à titre d'exemple, 3 questions, comme par exemple, à quel besoin du client votre offre répond-elle? Quels sont les autres produits auxquels vous pourriez répondre? Et quels sont les canaux de vente utilisés et quelles seraient éventuellement les alternatives? Donc, l'objectif des questions dans la proposition de valeur, c'est tout simplement de bien comprendre finalement quelle est votre activité de base, qu'est-ce que vous faites, à qui vous vous adressez, donc quel est le profil de vos clients, qu'est-ce que vous leur vendez en termes de produits ou de services, et est-ce que vous avez des idées et des possibilités de diversification. En lien directement avec la proposition de valeur, on a évidemment le marché, c'est-à-dire qui sont les clients de votre entreprise et quel est leur profil, c'est-à-dire est-ce que vous vous adressez à des clients B2B ou B2C, est-ce qu'il y a une segmentation qui se fait selon l'âge, le sexe, le profil socio-économique, etc. de vos clients. Donc connaissez-vous bien les clients auxquels vous vous adressez, et on peut se demander aussi, mais quelle est la qualité de votre portefeuille client et son évolution? Est-ce que le portefeuille de client augmente? Est-ce qu'il diminue? Est-ce qu'il part à la concurrence? D'un point de vue financier, est-ce que c'est un portefeuille sain? Est-ce que les clients payent à temps? Ou est-ce qu'il y a des retards? Ou aujourd'hui, est-ce qu'ils rencontrent des difficultés financières qu'ils n'avaient pas avant? Etc. Tout comme se poser la question de qui sont les concurrents? Est-ce que c'est un marché où il y a peu ou beaucoup de concurrence? Ou est-ce que c'est un marché qui est ouvert à la concurrence s'il n'y en avait pas jusqu'à présent? Est-ce que demain, il n'y a pas des concurrents qui peuvent facilement ou plus difficilement rentrer sur le marché? Donc l'analyse du marché, forcément, est fondamentale pour réfléchir au positionnement que vous devez adopter. Le troisième axe, la stratégie, ça c'est un peu plus compliqué dans le sens où derrière la stratégie aujourd'hui on entend beaucoup de choses et c'est quelque chose dont on a l'impression qu'on sait ce que c'est, mais ça reste malgré tout abstrait, c'est un peu paradoxal. Et quand je pose des questions habituellement aux chefs d'entreprise sur la stratégie, souvent on dit oui, j'ai une stratégie, et quand on creuse un peu, on se rend compte qu'en fait, majoritairement, ils avancent tous un peu à l'aveugle et de manière intuitive, et que quand on demande est-ce qu'il y a une vision claire et définie de l'entreprise à 5 ans, là, très honnêtement, on n'a pas forcément souvent de questions affirmatives.
Et la conséquence, c'est que derrière la stratégie, il y a une idée qui est extrêmement importante, c'est de savoir si l'entreprise met tout en œuvre pour répondre aux objectifs qui découlent de la vision qui a été fixée. Et donc, on comprend déjà que si on manque de vision, on peut se demander, mais finalement, mais quels sont les objectifs que je poursuis? Et par voie de conséquence et en cascade, si je ne fixe pas de manière claire ma vision et mes objectifs, comment je peux être sûr que j'avance dans la bonne direction et que les décisions que je prends m'aident à répondre à ma mission d'entreprise et que je procède au mieux. Donc la stratégie, c'est vraiment quelque chose de très complexe, qui est assez théorique et vague pour beaucoup de chefs d'entreprise, mais qui demande, je dirais, de nouveau une grande analyse. Et surtout aussi, par expérience, on se rend compte que la stratégie, on y pense au lancement, dès qu'on va créer une activité, mais qu'au fil du temps, on va être repris par l'opérationnel et, comme on dit, le day-to-day, et que donc parfois l'entreprise s'écarte un peu de son essence et qu'il faut parfois un peu y revenir. Comme vous voyez, la troisième question, quelles sont les valeurs qui découlent de l'activité? Et là aussi, souvent, on se dit, beaucoup de chefs d'entreprise, oui, il y a des valeurs, que ce soit, par exemple, le respect de nos engagements vis-à-vis de nos clients, le service clientèle très développé, ça peut être des valeurs écologiques, peu importe, mais on se rend compte aussi que souvent, ces valeurs, elles deviennent assez informelles et qu'elles ne sont pas matérialisées, transcrites et reprises dans les actions de l'entreprise. Alors les finances, ça aussi c'est un axe extrêmement important et qui a pour malheureusement certains été très fragilisé cette année avec la crise. Et quand on dit cette année, on a déjà connu ici en un peu plus de 10 ans, 15 ans, différentes crises. La crise financière et des subprimes de 2008, la crise financière aussi de 2011 à 2013. La crise que l'on vit cette année est bien plus sévère, bien plus dure pour beaucoup d'indépendants. Et donc là, les finances, qui sont vraiment le nerf de la guerre, sont pour beaucoup problématiques et une vraie difficulté au quotidien. Les questions que l'on pose, pourriez-vous décrire la situation financière de l'entreprise? Comment l'entreprise se finance-t-elle? Quels sont les outils pour suivre et évaluer la situation financière? On va peut-être un peu revenir sur l'importance de toutes ces questions. D'abord, de décrire la situation financière de l'entreprise, c'est que pour beaucoup de chefs d'entreprise, on s'arrête d'abord à quelques indicateurs clés, comme par exemple le volume de chiffre d'affaires ou des liquidités qui seraient disponibles sur le compte, et qu'ils avancent avec ces quelques malheureux indicateurs, mais qui malheureusement ne traduisent pas l'état de santé réel de l'entreprise. Et donc, il faut absolument pousser l'analyse financière dans le moindre de ces détails, et d'aller rechercher d'autres ratios pour être certain que l'entreprise soit saine, qu'elle se finance également correctement. La deuxième question, comment l'entreprise se finance-t-elle? Entre une entreprise qui fonctionne principalement sur fonds propres ou une autre qui serait surendettée, là aussi l'analyse de la structure de financement de l'entreprise est extrêmement importante. Et de nouveau, aussi bien dans les scénarios positifs, demain l'entreprise doit acheter un nouvel immeuble, comment elle va le financer? Est-ce qu'elle injecte des fonds propres et dans quelle proportion? Est-ce qu'elle va avoir accès à du crédit bancaire? Ou n'y a-t-il pas d'autres sources de financement, quand on voit aussi que les banques aujourd'hui deviennent forcément, on peut le comprendre ou pas, mais en tout cas c'est une réalité beaucoup plus réticente dans le financement des projets. Donc voilà, donc l'axe financier forcément est un axe extrêmement important. Tout comme, oui, on parle des outils utilisés, ça aussi c'est une observation sur le terrain, qu'on disait justement que beaucoup de chefs d'entreprise avancent à l'aveugle. On parle dans les outils d'aide à la gestion, on parlait tout à l'heure des tableaux de bord. Le tableau de bord, il porte vraiment bien son nom. On prend l'exemple d'un tableau de bord d'une voiture. Demain, vous n'imaginez pas prendre votre voiture si le tableau de bord ne fonctionne pas, si vous ne savez pas à quelle vitesse vous roulez, s'il y a de l'essence dans le réservoir, si le moteur n'est pas en surchauffe et des autres témoins. Et pourtant, mais malheureusement, beaucoup d'entreprises, elles, avancent sans ces tableaux de bord et sans ces indicateurs de référence qui permettraient d'être alertées par peut-être des premiers signaux négatifs.
Alors, l'axe des ressources humaines, lui aussi, forcément, il est extrêmement important. Il est d'autant plus important qu'il est sensible parce que là, on ne parle plus des ressources, on va dire, financières ou matérielles. On parle des gens, forcément, je dirais des employés et de tous les collaborateurs de l'entreprise. C'est d'ailleurs même la ressource la plus importante de la société. C'est ce qui peut à la fois faire sa plus grande force, mais c'est ce qui aussi peut faire sa plus grande faiblesse si demain le personnel n'est pas motivé, s'il n'est pas impliqué, si juste ce n'est pas les bons profils. Donc là, les ressources humaines, forcément, jouent aussi un rôle essentiel dans la performance de l'entreprise. Et les questions que l'on pose habituellement, c'est par exemple, y a-t-il des job descriptions clairs ainsi qu'un organigramme? Et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise. J'entends souvent que dans des structures de plus petite taille, beaucoup de chefs d'entreprise se disent « Ouais, bon, je n'ai pas assez de personnel, un organigramme ou un job description, ce n'est pas forcément nécessaire. » C'est une erreur parce que ce soit au niveau de la répartition des responsabilités, des tâches confiées à l'un ou à l'autre, etc., c'est extrêmement important de savoir qui fait quoi dans l'entreprise, ainsi que l'organigramme pour connaître de nouveau le sens des responsabilités de chacun. Mais c'est aussi nécessaire dès que l'entreprise va devoir continuer, par exemple, je l'espère, à croître et à grandir et qu'elle va devoir engager. Il faut imaginer demain une personne qui rentre dans une nouvelle structure, mais qu'elle trouve sa place, qu'elle connaisse également la structure dans laquelle elle arrive et qu'elle sache ce qui sera attendu d'elle et des liens qu'elle va avoir avec les autres collaborateurs. La deuxième question, c'est quelle est la cohésion au sein de l'entreprise? Ça, c'est assez évident. Un personnel qui s'entend bien, qui communique de manière positive et qui travaille dans le même sens, forcément, ça n'amène pas le même résultat que si on observe des tensions entre différentes structures de l'entreprise. J'ai eu malheureusement beaucoup de dossiers où il y avait des grands soucis de communication entre les personnes et ça a des répercussions sur l'ensemble des processus opérationnels, financiers, commerciaux. Enfin, c'est vraiment un vrai poison. Donc là, il faut avoir de nouveau un regard extrêmement sévère sur la cohésion. Oui, une troisième question, organisez-vous des réunions avec l'équipe. Là aussi, on se dit souvent, pas le temps, les réunions, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps, les personnes ne sont pas forcément motivées. Et pourtant, les réunions avec l'équipe, c'est un moment clé pour faire passer une communication importante de la direction vers son équipe, mais aussi l'inverse, de faire remonter de l'information de l'équipe vers la direction. Donc, les réunions ont une vraie valeur ajoutée dans l'organisation des ressources humaines, pour peu qu'elles soient structurées, qu'elles soient correctement organisées, qu'elles soient planifiées avec systématique, que des objectifs soient fixés, etc. etc. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise et qui, de nouveau, doit être un outil de motivation et pas à l'inverse, un outil juste top-down qui fait passer des messages négatifs en disant que ça ne va pas. Les réunions, à l'inverse, si elles sont bien utilisées, peuvent être un outil vraiment précieux de nouveau en soutien aux décisions aux chefs d'entreprise. Donc l'autre axe, on parle ici de stratégie de communication. Ça aussi, c'est un peu particulier dans le sens où, pour beaucoup de chefs d'entreprise, je ne dis pas que c'est le cas de tous, mais pour beaucoup de chefs d'entreprise, la communication, c'est j'ai un site internet et j'ai une page Facebook. Or, ça va beaucoup plus loin que ça. La stratégie de communication, c'est un axe, pour les autres, évidemment, important, dans le sens où aujourd'hui, et plus aujourd'hui, peut-être encore qu'avant, c'est que savoir qu'on existe est tout aussi important que le savoir, entre guillemets, pratique. Je veux dire par là, si une entreprise a beau avoir la meilleure maîtrise technique, le meilleur des produits au monde, si personne ne sait qu'elle existe, malheureusement, elle ne vendra pas. Donc, arriver à communiquer sur ce que la société a à offrir ou à vendre à ses clients et d'utiliser les bons canaux ont forcément une importance majeure, parce qu'en fait, derrière la stratégie de communication, c'est directement le chiffre d'affaires dont on parle, car forcément, plus la société jouira d'une bonne notoriété et d'une bonne visibilité, plus elle touchera les clients qui la représentent,
et mieux ces activités devraient se comporter. Et donc, les questions types, c'est: avez-vous une stratégie de communication claire? Donc, de nouveau, savez-vous à qui vous vous adressez et par quel canal vous communiquez avec eux? Et aussi, est-ce que vous avez des outils pour pouvoir mesurer les effets de cette stratégie de communication? Parce que si on communique, mais qu'on ne sait pas et qu'on ne mesure pas les effets que ça a, évidemment, ça devient extrêmement compliqué. Et d'où l'importance de savoir d'où viennent vos clients, par quel canal arrivent-ils. Est-ce que c'est principalement par du réseautage, par de la publicité, par du bouche à oreille ou d'autres sources encore. Et surtout, voilà, connaissez-vous suffisamment bien vos clients? Là, je refais référence aux 2 premiers axes, à l'axe de la proposition de valeur et à l'axe de marché. De nouveau, est-ce que vous connaissez vos clients et les besoins auxquels vous devez répondre? Et donc, pour être certain qu'il y ait une adéquation parfaite entre le produit que vous offrez et la demande. Parce que sans ça, de nouveau, ça veut dire que l'offre et la demande ne se rencontrent pas. Le dernier axe, ULIT, ce qu'on appelle les facteurs internes et externes, là, derrière, ce sont toutes les questions qui sont liées à des éléments qui ne font peut-être pas partie du processus opérationnel en tant que tel, mais qui peuvent influencer fortement la sécurité de l'entreprise. C'est souvent des questions parfois même d'ordre plus juridique, comme ça peut être aussi d'autres facteurs qui sont liées aux contraintes environnementales, politiques. On peut imaginer par exemple certaines activités qui ont des contraintes de permis d'exploitation ou des permis d'environnement. On pense aussi à la structure de l'entreprise et à ce qu'on appelle à la corporate governance, c'est-à-dire qui est actionnaire de l'entreprise, qui a le processus de décision en main. Est-ce qu'il y a plusieurs associés? Est-ce que cela modifie de nouveau la prise de décision et de responsabilité? Tout comme la troisième question, quelles sont les obligations administratives? Oui, on se dit que c'est la base, mais est-ce qu'il y a un règlement de travail? Est-ce que la facturation est optimale? Est-ce que les contrats de vente sont aussi réglés de manière juste? Donc voilà, les facteurs internes et externes sont souvent, parfois malheureusement, je dirais négligés, et à tort, parce que les conséquences juridiques peuvent parfois être extrêmement importantes. Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas assommé pendant cette partie assez théorique, mais c'était nécessaire pour que vous compreniez à la fois la structure d'un travail d'analyse au travers du diagnostic 360, mais plutôt que de la théorie, moi ce que je vous propose maintenant, c'est un cas concret. Donc c'est une entreprise que j'ai accompagnée ici vraiment très récemment, donc une entreprise qui à la fois affichait de très beaux indicateurs de performance, mais qui aussi malheureusement affichait certains blocages, et les chefs d'entreprise ne comprenaient pas pourquoi. Ils ne savaient pas dire clairement ce qui aujourd'hui les pénalisait et les freinait dans leur développement. Et donc ils ont souhaité être accompagnés pour faire un bilan général et prendre un peu de recul et de hauteur, ce que nous avons fait au travers de ce diagnostic. Et donc, je vais vous présenter la société. C'était une entreprise, enfin, et c'est toujours, c'est une entreprise de fabrication de meubles et de mobilier à la fois industriel et résidentiel. C'est une société qui a été créée dans les années 70. C'est une entreprise familiale parce que le fils a repris les activités du papa, mais il ne l'a pas repris seul, il l'a repris avec un des ouvriers un des jeunes ouvriers de l'époque. Ils sont donc maintenant deux associés, et l'entreprise emploie 13 personnes. Et cette entreprise a un savoir-faire vraiment reconnu dans ce qu'elle fait, et une forte maîtrise technique des outils, et surtout qu'elle utilise des matériaux, on va dire, assez originaux, qu'on ne retrouve pas dans, on va dire, les meubles standards. C'est une entreprise qui a affiché une forte croissance et qui a pu consentir à des investissements importants, tant en matériel qu'en immobilier. Et donc, ce qui fait la force, quelles sont les forces de cette entreprise? C'est que tout d'abord, ici, on était en présence de deux associés gérants, et aux qualités extrêmement complémentaires. On a d'un côté, on a un profil
économique et financier, c'était la formation du gérant, et l'autre, c'était un jeune ouvrier, donc lui, il avait la maîtrise, on va dire, technique. Donc là, on réunissait à la fois la partie gestion financière et la partie plus opérationnelle et l'aspect production. L'autre force, c'est une entreprise à taille humaine et à caractère familial, où il y a donc une flexibilité et une capacité d'adaptation assez évidente et naturelle. On l'a dit aussi, c'est une entreprise qui a connu une forte croissance de l'activité. Elle avait plus que doublé le chiffre d'affaires en 50 ans, qui a pu investir dans un nouveau bâtiment d'exploitation et un showroom moderne et design. Donc l'outil de production était vraiment top. L'entreprise a investi très récemment dans un nouveau site internet qui est vraiment une très belle vitrine sur son savoir-faire. Et elle a la chance d'évoluer dans une activité de niche et de se différencier de nouveau des meubles standards. Et justement, dans cette haute maîtrise et dans ses beaux produits, elle a un service clientèle fort, fort développé. Donc tout ça, c'est ce sur quoi elle s'appuie pour bien évoluer. Mais par contre, on a pu observer toutes les faiblesses qui sont reprises ici, qui la pénalisent. C'est une entreprise qui n'avait de nouveau pas de vision de développement d'entreprise et pas de stratégie clairement définie. En fait, quand les deux associés gérants ont repris l'activité du papa, ils l'ont repris en continuant à produire ce qui se faisait déjà, mais ils n'ont jamais pris le temps de se poser les questions de où ils voulaient aller, de l'entreprise qu'ils voulaient créer, l'entreprise, entre guillemets, un peu, on peut imaginer le modèle idéal de là où je veux être dans 5 ans et dans 10 ans. Mais là où il y avait vraiment le plus de difficultés rencontrées, c'était au niveau de la politique RH, où à la fois on était dans donc déjà une équipe importante avec les 13 personnes et les 2 gérants, donc une quinzaine de personnes, pour lesquelles il n'y avait pas d'organigramme, il n'y avait pas de job description, donc de description de fonction. Il n'y avait aucun système d'évaluation pour savoir si le travail était fait correctement. La communication interne était vraiment lacunaire. Très peu de systèmes de reconnaissance, ce qui crée énormément de frustration auprès du personnel. Et quand on parle de système de reconnaissance, la première chose auquel les gens pensent directement, c'est en termes de rémunération. Et donc, quand ils ont senti une gronde, entre guillemets, sociale naître dans l'entreprise et que les gens se plaignaient, ils se sont dit, ah, on va donner une augmentation de salaire. C'est la première chose qu'ils ont fait. Ils ont augmenté les salaires de tout le monde. Alors, tout le monde a été content et ça a duré 2 mois. Et à partir du 3e mois, les tensions sont de nouveau apparues. C'était le signe évident qu'il y avait quand même un malaise plus profond. Et ces malaises profonds, en fait, soulèvent une autre faiblesse, c'était la gestion des conflits, où les 2 gérants avaient énormément de mal à se positionner entre justement la partie bureau, on va dire, de l'entreprise, donc la partie financière et comptable, et la partie production. Et les 2 chefs d'entreprise se sentaient un peu opposés et avaient vraiment beaucoup de mal à intervenir dans la gestion des conflits. Et ils n'avaient pas non plus de KPI, c'est-à-dire d'objectifs fixés pour l'entreprise. Et autre faiblesse au niveau RH, on l'a dit, c'était une cohésion d'équipe vraiment problématique. Autre faiblesse, l'entreprise avance sans budget prévisionnel ni de plan d'action fixé. Elle était en situation de trésorerie tendue en permanence, ce qui les mettait dans une problématique de stress permanent en se disant il ne faut surtout pas qu'il y ait une mauvaise nouvelle parce que sinon, financièrement, on ne tiendra pas le coup. L'entreprise avance de nouveau, on l'a dit, sans objectif spécifique. On parlait des réunions tout à l'heure, c'était un cas de nouveau fréquent où ils se disaient on n'a vraiment pas le temps de faire des réunions, donc on s'en passe. Autre problématique, c'est que la charge de travail pour les 2 associés était colossale et plus l'entreprise va rencontrer à la fois une activité soutenue, mais aussi des blocages et des problèmes, et plus les chefs d'entreprise vont chercher à s'investir et à régler tout ça. Et donc, ils se retrouvaient vraiment au fil du temps complètement épuisés par cette charge de travail et ne savaient plus comment s'en sortir. Tout comme on a pu observer aussi que leur modèle économique était très réactif, c'est-à-dire que de nouveau, en étant dans l'opérationnel, ils n'ont pas pris les devants à être à l'écoute d'un marché pourtant extrêmement porteur et de continuer juste à vendre selon la demande qui arrivait.
Et dernière faiblesse observée, c'était des valeurs d'entreprise, de nouveau, qui avaient été formulées, on va dire, de manière très intuitive et informelle, mais qui n'ont pas été communiquées ni en interne, ni à l'externe. Par contre, l'avantage pour elle, c'est que cette entreprise se positionne sur un marché de nouveau de niche et pour lesquels il y avait un énorme encore potentiel de marché aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, parce qu'on le voit, le dernier point, c'est qu'il y a peu de concurrence. Donc aujourd'hui, étant quasiment seul dans cette activité de niche, avec une démarche plus proactive, il y a vraiment un beau marché à saisir. Et elle a également de très nombreuses opportunités de diversification et la possibilité d'étendre et d'élargir la gamme de ses produits actuels et en travaillant beaucoup plus et en sollicitant beaucoup plus les réseaux professionnels qu'elle ne l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Alors, ici, je vais vous montrer, mais de manière assez synthétique, les recommandations les plus importantes. De nouveau, on n'aurait pas le temps et je n'aurai pas le temps de pouvoir toutes vous les montrer. J'ai repris les recommandations qui s'adaptent, on va dire, le plus de manière générale à, entre guillemets, n'importe quel type d'entreprise. Vous doutez que cette approche habituellement est un vrai travail sur mesure, c'est-à-dire qu'il faut vraiment au cas par cas comprendre de nouveau le fonctionnement de l'entreprise et ses blocages et trouver des solutions appropriées. Et malgré tout, on l'a dit et vous l'avez déjà compris, il y a parfois certaines choses à faire qui peuvent s'appliquer à quasiment toute entreprise, quelle que soit sa taille, sa structure, son secteur, comme par exemple travailler sur une stratégie de développement de l'entreprise, c'est-à-dire savoir de nouveau où on veut aller et pour cela, quels sont les objectifs que l'on peut se poser, aussi bien à court, moyen et long terme. Et dès qu'on a posé ces objectifs, c'est de pouvoir définir un plan d'action et qui implique non seulement forcément la direction, le dirigeant, mais qui implique aussi l'ensemble des collaborateurs. Ça permet en parallèle, je dirais, de travailler sur la cohésion d'équipe. Évidemment, ici, dans cette entreprise qui avait vraiment, on va dire, ce qu'on appelle une activité cible, vraiment le cœur de métier, on lui a vivement conseillé de travailler sur une stratégie de diversification et de pouvoir, je dirais, étendre la gamme de ses produits. C'est vrai que jusque-là, l'entreprise ne le faisait pas parce que, de nouveau, les réponses classiques, c'est soit je n'ai pas le temps, soit je n'ai pas les budgets, soit je ne sais pas comment faire, soit je ne sais juste pas que ça existe. Et donc là, il y a des outils relativement simples, mais qu'il faut pouvoir connaître et utiliser. On parlait tout à l'heure du business model Canva, qu'on utilise souvent quand on crée une entreprise, quand on démarre d'une page blanche, mais c'est des outils qu'on peut aussi bien réutiliser pour des sociétés déjà en activité et qui doivent penser, par exemple, à un nouveau positionnement, à un nouveau produit ou à un nouveau service. Dans la société qui nous occupe, évidemment, il fallait aussi mettre en place une politique commerciale prospective et donc non plus juste répondre à la demande, mais d'aller pouvoir chercher directement les clients qui correspondent parfaitement à ce que l'entreprise fait, à sa valeur ajoutée et d'aller rechercher les clients les plus adaptés à son modèle économique. Et là, de nouveau, ça a été mis en place avec un consultant externe. Au niveau RH, on en a déjà parlé aussi, il était indispensable pour elle d'établir un répertoire de fonctions, c'est-à-dire réfléchir aujourd'hui, mais dans l'entreprise, aujourd'hui, qui fait quoi pour chaque personne, quelles sont les tâches occupées par personne, et est-ce que ces tâches correspondent au profil de la personne, est-ce que c'est dans sa zone de compétence, est-ce qu'elle est efficace là-dedans, ou à l'inverse, est-ce qu'elle est, entre guillemets, contre-productive, elle est mal à l'aise, elle n'est pas efficace. Donc c'est un exercice toujours utile, et ça permet aussi, je dirais à l'inverse, de pouvoir à un moment donné détecter des ressources internes manquantes et de dire, mais tiens, moi aujourd'hui dans mon organisation, je me rends compte que j'ai besoin d'un soutien administratif, ou je me rends compte que j'ai besoin d'un soutien commercial ou financier ou peu importe. Et donc c'est un exercice très très important qui est à la fois de définir quelles sont les forces aujourd'hui en place dans la structure, est-ce que les personnes sont à la bonne place, est-ce qu'on les utilise pour leurs bonnes compétences, et puis aussi pouvoir détecter
les forces manquantes en termes de compétences humaines. Et à partir de là, on peut définir un organigramme et de redéfinir un peu l'ossature et les responsabilités depuis la direction jusqu'aux collaborateurs administratifs, jusqu'aux collaborateurs liés à l'approche production commerciale ou qui s'occupe aussi de l'axe communication, etc. Donc pour revenir sur les différents axes stratégiques, c'est de savoir de nouveau qui est responsable de quoi. Fixer des objectifs commerciaux, ça c'est en fonction de l'entreprise, c'est parfois problématique, surtout dans un contexte un peu je dirais, de crise et de tension. On craint toujours que les objectifs soient perçus comme quelque chose entre guillemets, de stressant et de négatif, alors qu'à l'inverse, c'est un réel outil de motivation pour impliquer de nouveau aussi bien, on va dire, la force commerciale que la direction, de dire, ben voilà, on sait que l'entreprise, pour être rentable, doit atteindre tel niveau de performance et tel niveau de vente, et de savoir si la société procède au mieux pour répondre à ces objectifs. Et quand tout ça est parfaitement aligné, en rien les objectifs ne sont une source de stress, que du contraire, ça nous rassure de savoir qu'on est vraiment sur la bonne voie, qu'on procède au mieux. Et si à l'inverse, on se rend compte que les objectifs qui étaient fixés au départ ne sont pas atteints, et ça permet justement d'avoir un signal et de se demander pourquoi on n'atteint pas le seuil de rentabilité, par exemple, nécessaire et vital pour l'entreprise, et ça permet de se poser les bonnes questions. Est-ce que les objectifs étaient réalistes et réalisables? Et si on n'y arrive pas, pourquoi? Est-ce que c'est un manque de ressources ou est-ce que c'est le marché? Et donc, se dire peut-être qu'à un moment donné, le marché a évolué. Au niveau financier, évidemment, on parlait tout à l'heure de parfois s'arrêter à quelques indicateurs de base comme par exemple liquidité et volume de chiffre d'affaires, qui sont des indicateurs bien insuffisants. Je pense là à un autre dossier d'un chef d'entreprise, non pas la société ici dont on parle, mais d'une autre société que j'ai également accompagnée et qui était également une société familiale. Le fils avait repris l'activité de son papa et l'activité au moment de la reprise, c'était un volume de chiffre d'affaires de 500 000 euros. Et le fils qui a repris, tout content, me dit voilà, depuis que j'ai repris en moins de 7-8 ans, j'ai triplé le volume d'activité. Aujourd'hui, je suis à 1,5 million. Et de cet indicateur faisait pour lui une bonne référence et une satisfaction, alors que malheureusement, du temps du papa, avec 500 000 euros, l'entreprise faisait 80-90 000 euros de bénéfices. Et aujourd'hui que l'entreprise fait 3 fois plus d'activité à 1,5 million, elle, par contre, son bénéfice a quasi chuté. Parfois, il a même connu je dirais des années déficitaires. Pourquoi? Parce qu'en développant l'activité, il a engagé, il a investi. Et aujourd'hui, l'activité, malheureusement, est moins rentable qu'à l'époque. Et donc, pour lui, c'était assez incompréhensible de se dire, mais comment ça se fait? J'ai fait x3 le chiffre d'affaires et financièrement, ça se passe moins bien. Et donc, là aussi, on ne peut qu'inviter à une analyse approfondie, de nouveau, des différents ratios financiers pour savoir quel est l'état de santé, mais il faut de nouveau aussi faire le lien entre, de nouveau, le financier et tous les autres maillons de l'entreprise. Et là, je reviens sur la société dont nous parlions, l'entreprise que j'accompagnais dans les meubles industriels. Elle, par exemple, aussi, malgré une augmentation de chiffre d'affaires, avait, on l'a dit tout à l'heure aussi, un gros manque de trésorerie, mais ça pose des questions sur son mode de financement, c'est-à-dire est-ce qu'elle n'a pas fonctionné trop sur son propre avec trop peu de crédit, et aussi il y avait un problème de créance commerciale où il y avait par exemple 125 000 euros qui sont dans la nature et les clients ne payent pas, et pourquoi? Tout comme dans les recommandations, on a évidemment recommandé particulièrement d'avoir un plan de trésorerie annuel, c'est-à-dire pour pouvoir anticiper en plus les effets de saisonnalité qui jusque-là étaient toujours mal vécus, tout comme procéder à une analyse des différentes charges et dépenses de l'entreprise sur ces charges fixes ou variables et de rechercher les coûts cachés et de là où on pouvait éventuellement faire des économies. Autre recommandation, on en a parlé, les valeurs de l'entreprise qui ont un rôle bien plus important que ce qu'on peut imaginer et un rôle important dans la confiance au sein de la société, mais également dans sa relation avec les clients et les fournisseurs. Donc c'est vraiment les valeurs, c'est vraiment un élément, on va dire, qui permet de rassembler les personnes autour d'un projet d'entreprise commun,
à partir du moment où c'est communiqué de manière très claire et qu'on retrouve dans les actions de l'entreprise les valeurs qui ont été définies par elle. Ce que je voulais aussi vous montrer pour conclure sur le processus, parce que là, on est de nouveau, même si c'est un cas pratique, ça reste quand même malgré tout assez théorique. Je crois que le plus important pour vous à retenir, c'est de comprendre forcément l'importance de le faire, mais la manière dont ça se passe. C'est-à-dire que tout part d'abord de ce qu'on va appeler ici les informations, c'est-à-dire le travail d'analyse et de récolter toutes les informations et toutes les observations sur comment ça se passe aujourd'hui et de pouvoir lister tous les points d'amélioration, tout ce sur quoi on peut travailler. Et de nouveau, je refais une parenthèse sur les points d'amélioration. On est conscient que l'entreprise n'a peut-être pas en interne toutes les ressources et toutes les solutions pour régler les problématiques. Et c'est pour ça que dans les recommandations qui sont formulées, on établit les recommandations qui seront propres à l'entreprise et en discussion avec le gérant, on va déterminer aussi toutes les actions et les solutions qu'il va pouvoir aller rechercher auprès de spécialistes, que ce soit par exemple un spécialiste en communication, un spécialiste du chiffre pour l'analyse financière, un spécialiste en ressources humaines pour définir les descriptions de fonctions et l'organigramme, quand à un moment donné on doit engager un profil et d'être sûr de ne pas se tromper, etc. Donc, après avoir travaillé sur les recommandations, on arrive maintenant de manière concrète à définir quels sont les objectifs qui vont être mis en place. Et pour atteindre ces objectifs, mais on va établir un plan d'action concret. Et dès qu'on se lance dans ce processus et dans cette nouvelle, on va dire, dans ce nouvelle dynamique d'équipe, c'est assurer un suivi, c'est-à-dire pour ne pas reprendre les travers et ne pas reprendre les mauvaises habitudes, c'est s'assurer en faisant un bilan, et de nouveau, comme on l'a dit, de prise de recul et de hauteur, à assurer un suivi, c'est-à-dire que par exemple, tous les 6 mois ou tous les ans ou plus tard, refaire le point sur, tiens, on avait observé tel frein, tel blocage, on avait dit qu'il fallait mettre ça en place, est-ce qu'on l'a fait, oui ou non, avec quels effets, et si on ne l'a pas fait, pourquoi? Est-ce que c'est un manque de temps? Est-ce que c'est un manque d'expertise? Est-ce que c'est un problème financier? Et comme ça, de nouveau, on sait ce qu'on doit faire pour améliorer la situation. Et donc, comme ça, et vous avez là le processus idéal. Donc, souvent, on parle dès qu'on doit faire appel à des entre guillemets, des conseillers externes, une des craintes souvent de beaucoup de chefs d'entreprise, surtout dans un contexte difficile ou un problème de trésorerie tendu, c'est oui, mais ça coûte. C'est un investissement et c'est un budget de faire appel à de la consultance extérieure. Alors, peut-être plusieurs choses à dire par rapport à ça. D'une part, il y a, que ce soit en région bruxelloise ou en région wallonne, des dispositifs. Par exemple, moi, pour la région wallonne, j'ai été labellisé en chèque consultance. Donc, toutes les entreprises qui ont un siège en Wallonie, on met en place le dispositif chèque entreprise. Et toutes les entreprises qui sont installées à Bruxelles, il y a ce qu'on appelle la prime consultance, donc, qui est gérée par Bruxelles Économie et Emploi. Et cette prime permet quoi? Elle permet à toutes les micro, petites et moyennes entreprises de faire appel à des consultants, quels qu'ils soient, pour des missions de consultance. Et la région intervient pour 40 à 60% du budget. Et donc, finalement, ça permet à l'entreprise de soulager, entre guillemets, un peu les frais de consultance. Donc ça, c'est une chose. Et puis, je dirais la deuxième, ce qui est très important dès qu'on se rend compte qu'à un moment donné, on est bloqué, et avant que ce ne soit trop tard, alors peut-être que parfois, faire appel à un consultant ou un conseiller externe ou un spécialiste peut représenter un certain coût, mais ce qu'il faut surtout calculer, c'est tous les bénéfices qu'on peut en attendre, et que parfois, c'est un investissement à consentir qui vont permettre d'éviter le pire et qui vont certainement remettre la société sur le droit chemin, et surtout que de nouveau la finalité de ces différents types d'accompagnement possibles, c'est d'augmenter les performances de l'entreprise. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas assommé. Je n'ai pas du tout veillé au timing, je ne sais pas s'il a été respecté ou pas.
Il a été bien respecté, Laurent. On a juste une petite question. Oui. Quelqu'un qui nous demande où est-ce qu'on pourrait trouver tout ce qui est business model, des propositions de Canva, etc. Est-ce que tu sais référencer ça? Oui, on pourra faire passer les liens éventuellement par adresse mail. Déjà même en mettant sur notre ami Google de recherche Business Model Canva, il y a je dirais, plein d'outils en ligne. Et l'avantage, c'est qu'en plus, ce sont vraiment des outils aujourd'hui vraiment trouvés dans le commun. Donc, c'est pour beaucoup des outils gratuits. Voilà, la seule difficulté, c'est de nouveau quand on fait ce travail soi-même, c'est de pouvoir appréhender l'outil. C'est pas très compliqué. Le Business Model Canva, qui est un outil qui est complètement sous-estimé et sous-exploité, méconnu, en tout cas de nouveau connu pour beaucoup de personnes qui démarrent. Mais beaucoup de chefs d'entreprise en activité se disent je n'en ai plus besoin. Or, cet outil, on ne va pas rentrer dans le détail ici, mais cet outil, en fait, c'est quoi le Business Model Canva? C'est un peu en correspondance aux différents axes stratégiques de l'entreprise qui sont audités, c'est avoir une vue synthétique assez facile sur chaque axe de l'entreprise. C'est quelle est ma proposition de valeur, qu'est-ce que je fais, à qui je m'adresse, par quel canal je communique, quel est l'état de santé financière. Donc le Business Model Canva, c'est vraiment un outil très intéressant qui amène d'ailleurs quelque part, un peu comme le diagnostic 360, à avoir cette vue périphérique totale. Et donc, c'est des outils qu'on trouve très, très facilement en ligne aussi. Mais donc, ce qu'on peut peut-être faire, c'est effectivement envoyer quelques liens, en tout cas de bons business model Canva Ouais. qu'on référence. Et alors, on a une deuxième question, une personne qui nous demande comment nous pouvons bénéficier de ce diagnostic 360 et à combien est-ce que ça revient? Alors, donc, oui, donc en fait, ici, moi, pour parler des missions qui m'occupent, donc, moi, je suis employé par UCM, mais j'accompagne des chefs d'entreprise de quelques régions que ce soit de Bruxelles, du Hainaut, de Namur, de Liège. Donc ça, c'est déjà pas un souci. Donc, il ne faut pas être forcément client d'UCM. Moi, je suis un peu comme, entre guillemets, un peu comme on va dire un externe. Et la manière de procéder pour ceux de Bruxelles, donc les deux dispositifs sont différents. Donc en Wallonie, c'est le dispositif chèque entreprise. À Bruxelles, c'est prime à la consultance. Donc en fait, avant de démarrer la mission, mais il y a de toute façon, oui, ça c'est une parenthèse, mais de toute façon, il y a toujours ce qu'on appelle une première rencontre informelle. Donc je rencontre toujours au moins une première fois le dirigeant pour être à l'écoute de sa situation, des problèmes qu'il rencontre, et juste d'abord de m'assurer que le diagnostic est l'outil qui va être adapté et ce dont il va avoir besoin aujourd'hui pour faire ce travail d'analyse de recul. Si ça répond vraiment à son besoin, à ce moment-là, on définit en effet le budget. Alors pour répondre à la question du budget, qu'est-ce que ça représente? Je dirais que je peux donner une fourchette qui est variable selon vraiment la taille de l'entreprise. Parce que ce qui détermine le budget, c'est la quantité d'heures de travail qui, elle, dépend principalement du nombre de rencontres que l'on va effectuer. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure, que ça mobilise à la fois le gérant, mais aussi plusieurs collaborateurs. Mais plus on va mobiliser les collaborateurs, plus les temps de rencontre sont longs, donc plus le budget pourrait être important. Et globalement, selon les tailles observées, les budgets varient entre 2 et 5 000 euros. Ça, c'est la fourchette large. En moyenne, c'est 3 000, 3 000 et demi, un budget de consultance en analyse diagnostique. Et de nouveau, l'avantage pour l'entreprise, c'est que ce soit la prime consultance à Bruxelles ou le chèque entreprise en région wallonne où la région wallonne intervient pour 50%, ça veut dire que le coût à charge de l'entreprise, il est en moyenne, on va dire, de 1 500 euros. En plus une dépense déductible, donc le coût net, c'est plus ou moins 1 000 euros. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas une dépense importante. Parfois, pour certains, ça peut être un vrai problème de trouver 1 000 euros à investir comme ça dans ce genre de mission. Mais de nouveau, ce qu'il ne faut pas sous-estimer, et sans aucune prétention, mais c'est surtout tous les gains qui sont obtenus de ce travail, vu l'ensemble des pistes sur lesquelles on travaille et d'améliorations qu'on va rechercher ensemble. Parfait, mais vous allez recevoir, donc c'est pour tous les participants, vous allez recevoir un petit mail récapitulatif avec le replay du workshop qu'on vient de donner, ainsi que du coup les coordonnées de Laurent de Lunardo. Et donc vous pourrez prendre directement contact avec lui aussi pour voir éventuellement comment accéder à cette prime à la consultance, et puis pour éventuellement une première rencontre aussi. Avec Voilà. grand plaisir.
En tout cas, nous vous remercions vivement parce que je vois que le temps passe, pour votre participation. Vous étiez, nombreux, c'est très chouette. Je vous souhaite une bonne semaine des entrepreneurs. Si, vous êtes inscrits à d'autres, workshops, n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs la liste sur le site web du 18-19 dédié à la semaine des entrepreneurs. Voilà, c'est la première journée, il y en a 5, tout est gratuit. Donc voilà, on espère, à travers cette semaine pouvoir vous soutenir un maximum à travers cette période qui n'est pas facile et je pense d'autant plus, Laurent, je t'ai pas encore remercié, mais merci pour, ce webinaire, que vraiment le contenu que tu as apporté est vraiment, tout à fait approprié à la période particulière qu'on est en train de passer et que ce travail qui certes nécessite une dépense, peut être vraiment bénéfique pour le rebond, et la pérennité de l'entreprise. Donc, voilà, je te remercie grandement. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, mais de toute façon, voilà, comme je vous dis, vous allez recevoir le replay et les coordonnées, de Laurent, si vous voulez simplement prendre un 1er contact, en one to one pour éventuellement voir si ce diagnostic vous intéresserait, par exemple. Ce sera l'occasion. Voilà, je vous souhaite à tous une, bonne journée. Merci beaucoup.